Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Vivre en confiance. Un podcast dédié à celles et ceux qui souhaitent explorer certaines subtilités de la psychologie et du développement personnel. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute, et je reviens aujourd'hui avec le thème des relations toxiques et plus particulièrement les relations familiales toxiques. Car oui, les relations familiales peuvent être empreintes de toxicité. D'ailleurs, je pense que les premières relations toxiques sont celles que l'on vit au sein de la famille. Et c'est bien parce que j'ai évolué dans un environnement toxique que je vais soit en grandissant développer des comportements toxiques par mimétisme ou par identification, ou alors que je vais être attirée par des personnalités toxiques. Il est donc important d'être sensibilisé et d'en prendre conscience. Quand on pense à la famille, on imagine souvent un cocon de soutien, de réconfort et d'amour inconditionnel. Mais parfois, la réalité est tout autre, et beaucoup vivent en silence certaines relations familiales pesantes, voire destructrices. Et cela peut se ressentir parfois sans que l'on puisse mettre de mots dessus, à travers une fatigue après chaque échange, une boule dans le ventre, avant un coup de fil, ou cette impression de marcher sur des œufs pour éviter un conflit. Ces sentiments ne surgissent pas par hasard. Ils sont souvent le résultat de dynamiques toxiques. Et aujourd'hui, nous allons ensemble apprendre à reconnaître ces relations toxiques, comprendre pourquoi elles nous éloignent autant de nous-mêmes, et surtout comment s'en protéger sans culpabiliser. Une relation toxique ne commence pas toujours par une crise ou un conflit. Parfois, c'est beaucoup plus subtil. Une remarque anodine qui vous reste dans la tête toute la journée, un ton condescendant qui vous met mal à l'aise, ou des attentes implicites qui vous laissent un goût amer, voire des paroles dévalorisantes qui vous font douter de vous-même. Je vais aborder ici quelques exemples concrets pour que vous puissiez peut-être reconnaître certaines dynamiques que vous vivez ou avez vécues. Imaginez cette scène. Vous venez d'annoncer une bonne nouvelle à vos parents, à vos proches, à vos frères et sœurs, en tout cas dans l'enceinte de la famille. Peut-être une promotion ou un projet dont vous êtes fier. Mais au lieu de recevoir des félicitations auxquelles vous pourriez vous attendre, vous entendez « Tu crois que tu vas tenir le coup avec ça ?» Ou « C'est bien, mais tu ne devrais plutôt faire comme ci » ou « Tu devrais plutôt faire comme ton frère ». Ces critiques, ces jugements peuvent paraître anodins. Le sarcasme déguisé en conseil bienveillant est souvent banalisé. Mais à force de répétition, cela peut laisser des cicatrices profondes. Et vous vous engagez à douter de vous-même, à chercher constamment leur approbation sans jamais l'obtenir. Et parfois, même vos émotions sont invalidées. Arrête de te plaindre, y a pire que toi. Vous savez, ce genre de phrase, bien qu'elle puisse sembler banale, envoie le message que ce que vous ressentez n'a pas d'importance. On parle là d'une communication négative. Et dans cette communication négative, ce qu'on peut retrouver, c'est aussi la comparaison avec les autres, les frères, les sœurs, les cousins, comme si vraiment on n'était jamais assez bien. Les défauts sont pointés du doigt, et les qualités déniées ou peu valorisées. Le deuxième point, c'est le non-respect de vos limites. Les limites sont essentielles dans toutes les relations, et même dans les relations familiales. Et justement, dans certaines relations familiales, elles peinent à être posées et respectées. Peut-être avez-vous déjà dit à vos parents, je ne peux pas venir ce week-end, j'ai besoin de me reposer. Et malgré cela, vous avez fait face à de l'insistance. Allez, fais un effort, c'est juste un repas. Insistance à laquelle vous vous sentez obligé de céder, parce que dire non semble impossible au sein de cette famille. En soi, ça ne paraît pas être grand-chose de se sentir obligé de répondre à des attentes parentales ou familiales, mais pensons aux conséquences de cette négation de nos limites dans nos relations familiales, justement. J'ai accompagné une jeune femme qui consultait parce qu'elle ne parvenait pas à mettre des limites au sein de ses relations amoureuses. D'ailleurs, elle l'a formulé clairement en motif de consultation, hein. Je ne sais pas dire non.
expliquant que quand son conjoint lui demandait quelque chose, même si cela la contraignait, elle préférait lui faire plaisir, quitte à se faire souffrir. Se pose alors la question de d'où est-ce que ça peut venir, cette difficulté à poser des limites dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, au travail. Eh bien parfois, ça vient justement de racines relationnelles toxiques. La famille représente nos racines. Et si au cœur de nos racines, nos limites n'étaient pas respectées lorsque nous étions enfants, alors on peut finir par croire que c'est normal. En tout cas, ancrer la croyance que c'est normal que nos limites soient bafouées. Et cela peut avoir pour incidence qu'on ne puisse pas réussir à poser des limites saines au sein de nos relations futures. Lorsqu'on vous demande des choses qui dépassent vos capacités, sans jamais prendre en compte vos besoins, vous vous retrouvez à faire passer les autres avant vous et à petits pas, vos propres envies disparaissent. Dans une relation saine, les non sont entendus, alors que dans une relation toxique, vos refus sont balayés d'un revers de main. Et ça existe au sein des familles. Le troisième point que je souhaiterais aborder, c'est la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est à mon sens le fil relationnel toxique le plus courant au sein des familles. Alors je précise, ce n'est pas parce que ces points sont présents que vous êtes dans une famille toxique, mais plutôt une famille au sein de laquelle s'exercent des comportements toxiques. J'en reviens donc à la manipulation émotionnelle, qui est insidieuse mais terriblement puissante. On pourrait même l'assimiler à du chantage affectif. C'est l'une des formes d'influence les plus difficiles à repérer, parce qu'elle se cache souvent derrière des intentions qui semblent bienveillantes ou altruistes. D'ailleurs, c'est précisément ce qui la rend si puissante, cette manipulation émotionnelle. Elle vous laisse avec un sentiment de culpabilité, comme si c'était vous le problème, comme si vous n'en faisiez jamais assez. Alors au sein d'une famille, cela peut prendre des formes très spécifiques, comme si tu ne viens pas, qu'est-ce que les autres vont penser de nous. L'enjeu n'est donc pas votre bien-être, mais l'image de la famille. Ce genre de phrase vous pousse à vous sacrifier vos besoins, pour protéger l'apparence extérieure. Ou alors des phrases qui utilisent la dette émotionnelle. On a tout fait pour toi, et voilà comment tu nous remercies. Alors c'est une façon de parler qui est extrêmement toxique, car ça rappelle tout ce que la famille a donné ou fait pour vous, en vous laissant entendre que vous leur devez quelque chose en retour. Alors ça peut sembler légitime, mais ce genre de discours vous enferme dans un cercle de devoirs, où chaque refus est perçu comme une trahison. Et enfin, un dernier point, se victimiser, se poser en victime. Regarde, tout ce que je dois supporter à cause de toi. Ça, c'est le type de manipulation qui vous place dans une position où vous vous sentez coupable d'avoir causé un problème, même si ce problème ne relève pas de votre responsabilité. En préparant ce podcast sur la manipulation, enfin sur les relations familiales toxiques et la partie sur la manipulation émotionnelle, je me suis moi-même rendu compte que, en tant que maman, je pouvais avoir malgré moi des discours qui peuvent relever en tout cas de la manipulation émotionnelle. Par exemple, il m'est arrivé de dire à mon enfant, si tu ne ranges pas tes affaires, tu me donnes encore plus de travail, à cause de toi je vais pas pouvoir me reposer. Et quand j'y pense, je réalise que dans ces moments-là, je ne voulais pas lui faire de mal, j'essayais simplement d'obtenir sa coopération, mais d'une manière qui faisait peser sur cet enfant ma propre fatigue, voire mon propre stress. Pourtant, imaginez-vous ce qu'elle a pu ressentir, se sentir coupable, responsable de mes émotions et le poids de ne pas faire assez, ne pas être assez bien. Bon, une fois de temps en temps, je crois pas que c'est ce qui va générer du trauma. Mais lorsque ce type de comportement se perpétue, évidemment que ça laisse des marques. Un autre point que je voudrais aborder, c'est la compétition qui existe en interne des familles. Vous savez, les familles dans lesquelles on est encouragé
sont encouragées des rivalités subtiles. Les choix que vous faites sont comparés à ceux de vos frères et sœurs, et on vous rappelle constamment que vos cousins font mieux. Et ça, c'est de l'ordre de la dévalorisation. Enfin, une dernière situation spécifique au cadre familial, c'est l'absence de respect pour les choix personnels. Vous savez, des décisions qui sont constamment remises en question. Que ce soit votre carrière, vos relations, votre mode de vie, tout est sujet à débat, comme si vous deviez vous justifier en permanence auprès de votre famille, et donc ne pas pouvoir faire vos propres choix. Les relations familiales sont différentes de toutes les autres, parce qu'elles s'enracinent dans un terreau fait d'histoires partagées, de souvenirs et parfois de blessures transmises sans même que l'on s'en rende compte. Parfois, les comportements toxiques sont le reflet de blessures anciennes. Par exemple, une mère perfectionniste qui critique constamment, en réalité reproduit peut-être ce qu'elle a elle-même vécu enfant. Un père distant ou autoritaire peut être marqué, lui, par une éducation stricte où l'expression des émotions n'avait pas de place. Et lorsqu'on a affaire à des blessures transgénérationnelles, c'est souvent compliqué de faire autrement. Parce que non seulement ces blessures nous enferment dans des dynamiques oppressantes, mais parce qu'elles sont aussi souvent associées à des rôles imposés dès l'enfance. Vous avez peut-être été l'aîné responsable, toujours attendu pour tout régler, ou bien l'enfant du milieu, le conciliateur, ou alors le petit dernier infantilisé même à l'âge adulte. Peu importe le rôle attribué au sein de la famille, il est important d'avoir à l'esprit que nos comportements et nos relations vont être impactés par la place que nous avions enfant. La famille, c'est bien plus qu'une simple relation parce qu'elle est liée à des idées de devoir, de loyauté et parfois même de sacrifice. Et même lorsque l'on se rend compte de la toxicité familiale, partir, s'éloigner ou même se protéger n'est pas toujours évident. J'avais lu dans un livre sur la médiation familiale il y a quelques années, alors j'ai plus la citation exacte en tête, quelque chose de cet ordre-là. Se couper de sa famille, c'est comme s'arracher un bras. Parce qu'on en a besoin, parce que c'est un repère, parce qu'il y a une forme de dépendance et d'appartenance. Il faut dire que la famille est liée à des notions profondément ancrées. Le devoir, la loyauté, le sacrifice. Et ces liens, aussi complexes puissent-ils être, sont souvent empreints d'amour, de souvenirs et d'un espoir tenace de réparation. C'est cette combinaison qui précisément rend la protection de soi si difficile. Car oui, comment se protéger quand il y a d'abord la peur de la culpabilité ? Vous avez peut-être entendu des phrases comme « tu as changé, on ne te reconnaît pas » ou encore « après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies » quand vous tentiez de vous éloigner ou de prendre de la distance ou simplement de vous protéger. Ces mots ont un pouvoir immense parce qu'ils touchent à cette peur profonde de décevoir, de trahir ou de ne pas être à la hauteur des attentes familiales. Poser des limites peut alors sembler équivalent à rejeter la famille elle-même, ce qui est loin d'être vrai déjà et évident. Ensuite, il y a le poids de l'histoire familiale. Vous vous dites peut-être, mes parents ont vécu des choses bien plus dures, je ne devrais pas me plaindre. Et ça, c'est un raisonnement courant, car il est nourri par une comparaison implicite entre vos souffrances et celles des générations précédentes. Et en même temps, il est important de se rappeler que vos émotions ont de la valeur. Elles ne diminuent pas la résilience ou les épreuves de vos parents, mais elles méritent d'être entendues et prises en compte. Enfin, ce qui rend si difficile sa protection lorsque l'on est dans une relation familiale toxique, c'est l'espoir de changer les choses. Beaucoup restent dans ce type de dynamique parce qu'ils sont convaincus qu'un jour les choses pourront s'améliorer, que l'amour finira par guérir les blessures, que le temps arrangera tout. Mais parfois, la véritable libération ne vient pas du changement de l'autre, de l'attente d'un changement chez les autres, et de votre propre capacité à poser des limites. Et ce choix, bien qu'il puisse paraître égoïste et brutal, est en réalité un acte d'amour envers vous-même. Si vous percevez que vous êtes dans une relation familiale empreinte de toxicité, il est important de vous protéger en
écoutant vos émotions, pour pouvoir prendre de la distance, du recul, écouter vos besoins, demander de l'aide, du soutien, parlez-en autour de vous. Certainement que vous n'êtes pas seul dans ce type de situation. Et pour pouvoir retrouver votre équilibre émotionnel, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. Vous protéger d'un environnement toxique, ce n'est pas rejeter votre famille, c'est choisir de vous respecter. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je trouve que c'était long. C'est vrai que je me suis un peu fixé 10 minutes de podcast. Bon, aujourd'hui, c'est allé au-delà. J'espère que cet épisode permettra une prise de conscience à certains d'entre vous et un meilleur cheminement. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Vivre en conscience.